Un grand merci à Yves Coppens et Michel Brunet pour m'avoir invité à être ici aujourd'hui et à participer à ce séminaire. Et avant de vous parler des objets de parure de la grotte du Renne, je voudrais peut-être créer un petit peu le contexte dans lequel cette étude se situe et pourquoi c'est intéressant. Mais je dirais tout d'abord parce qu'au cours des derniers 20 ans, il y a eu un bouleversement dans ce que nous connaissons sur l'émergence et sur l'origine des comportements modernes. Tout d'abord, des études menées par des archéologues en Afrique. Est-ce qu'il y a un pointeur, peut-être? Ah oui, voilà, ok, parfait. Voilà. Des études menées par des archéologues en Afrique, auxquelles j'ai eu souvent la chance de participer, ont montré qu'une bonne partie des caractères qu'on connaissait associés aux hommes modernes qui sont arrivés en Europe il y a 42 000 ans, ces innovations, en effet, étaient déjà présentes en Afrique, souvent bien avant. Par exemple, il a été montré que des pointes bifaciales, dans des sites comme Blombos, dans une culture appelée le style Bay, avaient été façonnées aussi par une retouche à pression, technique qu'on connaissait en Europe seulement avec le sous-lautrien à partir de 20 000 ans, que ces pierres aussi avaient été chauffées pour faciliter la taille, qu'il y a des indices d'ammanchement d'outils dans des sites vieux de 500 000 ans et sans doute à partir de 70 000 ans, on a en Afrique l'utilisation de mastic mélangé avec de la poudre d'ocre, qu'on a dans plusieurs sites des outils en os entièrement façonnés, comme ceux qu'on trouve au Paléolithique supérieur, qu'on a dans le nord d'Afrique, dans le sud d'Afrique, et on vient de publier un papier dans Nature Communication qui montre qu'il y a aussi des objets de parure dans l'Est africain, et dans le nord d'Afrique à partir de 120 000 ans, et en Afrique du Sud à partir de 80 000 ans. Donc c'est des objets façonnés sur des coquillages marins. Une utilisation intense de pigments dans des sites déjà vieux de 300-400 000 ans, et dans certains cas, comme à Blombos, des véritables toolkits, des ensembles d'outils pour pas seulement produire du pigment, mais aussi pour conserver du pigment. Et chose qu'on a mis en évidence depuis 2001, des gravures abstraites sur des morceaux d'ocre, par exemple dans le site de Blombos, à partir de 100 000 ans, et dans des sites plus récents, dans 3 sites plus récents en Afrique du Sud, des coquillages, des coquilles de touche, des os de touche gravés avec des motifs abstraits dans des sites vieux de 64 000 ans. Mais de l'autre côté, d'autres études conduites en Europe ont aussi montré que les Néandertaliens avaient développé, parfois même à des époques plus anciennes qu'en Afrique, certaines innovations culturelles clés. Bon, on sait que les Néandertaliens avaient des technologies de taille de la pierre très avancées. Dans certains cas, on produit des lames semblables à celles du Paléolithique supérieur, et dans certains cas, avaient des technologies qui étaient plus avancées de leurs contemporains africains. Les Néandertaliens ont eux aussi produit des mastiques. Dans le site d'un cas italien, 180 000 ans, ils n'utilisaient pas la même matière première, ils utilisaient de la sève de bouleau, mais ils pouvaient emmancher leurs outils. Les Néandertaliens et même les derniers Heidelbergensis ont utilisé des pigments en Europe. Le site le plus ancien, c'est celui de Terra Mata, mais à Maastricht Belvedere, on a des sites vieux de 300 000 ans avec de la poudre rouge. Et dans le sud-ouest de la France, beaucoup de sites moustériens ont utilisé des pigments noirs, des oxydes de manganèse que nous sommes en train sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Les Néandertaliens ont aussi ramassé des fossiles, c'est bien connu, et certaines découvertes récentes, par exemple la Fumane en Italie, montrent que les Néandertaliens ont cherché des fossiles dans des gîtes fossiles à 90 km du site et les ont couverts avec de l'hématite. Et même en Espagne, ils ont ramassé ce pectène. Le pectène est rouge naturellement sur une surface et ils ont couvert l'autre surface avec un mélange de goétite et d'hématite, donc un pigment rouge et orange. Dans une étude récente, un collègue de mon laboratoire, Jacques Chaubert, a montré qu'à la grotte de Bruniquel, les Néandertaliens ont cassé 4 tonnes de stalagmites pour créer un cercle, et cela dans une grotte, dans une zone très très profonde de cette grotte. Les Néandertaliens, on le sait bien maintenant, dans plusieurs sites en Europe, ramassaient les griffes de grands rapaces et probablement les utilisaient comme objet de parure. Il y a plusieurs traces de boucherie sur ces griffes et il n'y a aucun intérêt alimentaire à ramasser les griffes de ces grands rapaces. On sait aussi qu'ils détachaient des plumes, souvent noires, des ailes des grands rapaces et il a été proposé aussi que ces plumes étaient utilisées comme objet de parure.
Il y a aussi beaucoup d'objets dans le moustérien présentant des incisions en série, des motifs abstraits. Le dernier, on vient de le publier dans la revue PLOS sur un cortex PLOS ONE il y a 2 mois. Bon, je ne vais pas rentrer après tous ces anthropologues pour vous dire que les Néandertaliens produisaient aussi des sépultures, mais bon, c'est quelque chose qui est bien connu, bien que pendant un certain temps, c'était un sujet de controverse. Et voilà, on s'approche du sujet de la communication d'aujourd'hui, c'est-à-dire les comportements des derniers Néandertaliens, et surtout ceux de la grotte de Durende dont je vais vous parler. Mais avant, je voulais aussi rappeler que les Néandertaliens, donc on a montré dans un papier publié il y a 2-3 ans, qu'à Gibraltar, à la grotte de Gorham's Cave, les Néandertaliens ont gravé un motif, un croisillon, comme qui est couvert par des couches moustériennes que nous ne pouvons pas dater, mais nous savons qu'il était au moins vieux de 39 000 ans. Donc, c'est les dates carbone 14 qui ont daté ces couches moustériennes. Et c'est très, très récent. Il a été proposé dans un article dans Science que dans 3 grottes de la péninsule ibérique, les Néandertaliens auraient produit, mais fait des mains négatives ou auraient couvert de pigments stalagmites, auraient produit un motif abstrait, et cela il y a 65 000 ans. La communauté scientifique n'est pas unanime sur cette date et sur le fait que c'est les Néandertaliens à le faire, mais quand même, il y a eu un énorme effort de datation de tous ces stalagmites dans ces sites. Donc c'est une question qu'on peut considérer encore ouverte. Si c'est vrai, donc cela, je dirais, constituerait la dernière barrière comportementale pour les Néandertaliens, parce que ce serait eux, en effet, à avoir commencé à faire l'art rupestre, l'art des cavernes en Europe. Et donc je passe au sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire les objets de parure de la grotte du Rhin. Alors pourquoi ces objets de parure et d'autres comportements qu'on trouve, d'autres objets qu'on trouve dans les couches adépernées de la grotte du Rhin, c'est important? Parce que la grotte du Rhin est un des rares sites où on a des restes humains qui sont reconnus morphologiquement comme être des Néandertaliens, associés dans les mêmes couches, avec des outils en os d'une complexité tout à fait comparable de celle qu'on voit dans les sites du Paléolithique supérieur, avec 15 kilos de pigments rouges et noirs qui portent des traces de modification très claires, et aussi ces objets de parure. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses sur ces objets de parure et sur l'industrie osseuse et sur les pigments. Depuis, c'est une polémique qui a commencé déjà de l'époque du fouilleur Leroy-Gourhan, qui était professeur ici au Collège de France, mais qui s'est, je dirais, ravivée depuis 1996, c'est-à-dire d'un article publié en Nature par Jean-Jacques Hublin et dont Sylvana Condemi était co-auteur. Donc, c'est la conférencière que vous avez déjà entendu. Donc, cette idée que les derniers Néandertaliens produisaient des objets de parure ne faisait pas l'unanimité. Par exemple, il a été proposé que cela était dû simplement à remaniement des couches archéologiques, c'est-à-dire que ces objets de parure seraient en effet des objets de parure aurignaciens qui seraient percolés dans les couches châtel-péroniennes occupées, non produites par les Néandertaliens. Il y a eu l'idée que cela était dû à une acculturation, c'est-à-dire que les Néandertaliens auraient copié les hommes modernes qui arrivaient, mais ils ont une copie pas tout à fait fidèle à cause des différences cognitives entre les Néandertaliens et les hommes modernes, ou peut-être auraient ramassé des objets sur des sites occupés par les hommes modernes. Il y a aussi l'idée, dont je me suis fait, je vais dire, le partisan, d'une invention indépendante de ces innovations chez les Néandertaliens, ou d'un échange culturel, mais équilibré entre deux populations. Une idée qui n'a jamais vraiment été présentée dans la littérature, c'est que c'était en effet les Néandertaliens qui acculturaient les hommes modernes. C'est que les hommes modernes, arrivant en Europe, n'avaient pas d'objet de parure, et qu'en effet, ce seraient les Néandertaliens, un peu comme peut-être pour l'art rupestre, alors passer ce comportement, ou encore d'autres, en considérant ce que Sylvana vient de vous dire, c'est-à-dire qu'en effet, dans cette phase de contact entre les hommes modernes et les Néandertaliens et les hommes modernes échangeaient des gènes, qu'en effet, la question de qui a fait ces objets de parure ne se pose pas vraiment pas, parce qu'il y avait donc des populations qui étaient largement disons, hybridées, ou encore qu'en effet, les châtel-péroniens étaient des hommes modernes. Mais cela semble contredit par les dernières recherches menées par Jean-Jacques Hublin, qui semblent montrer, donc, par des études de protéomique, que ces restes humains dans les couches châtel-péroniennes sont bien des Néandertaliens.
Alors naturellement, chacune des hypothèses aurait des conséquences si on veut la tester sur les objets de parure. Par exemple, dans le cas d'un mélange, c'est clair qu'on devrait s'attendre à trouver les mêmes types d'objets de parure dans l'Aurignacien et dans le Châtel-Perronien si les objets Châtel-Perronien viennent donc par un remaniement du sédiment des couches aurignaciennes. Par exemple, dans le cas de la culturation, on devrait s'attendre à trouver des choses qui sont semblables, mais pas tout à fait les mêmes, mais plutôt, je dirais, une copie appauvrie, moins intéressante, moins complexe de celle qu'au contraire on trouve dans les couches aurignaciennes. Donc c'est ce type d'hypothèse que nous avons essayé de tester. Et il faut que vous sachiez qu'en effet, ces objets sont très fameux, c'est-à-dire qu'ils sont cités dans de nombreuses publications, mais ils n'ont jamais, en effet, été étudiés en détail. Donc, ici, je vous présente pour la première fois une étude complète de ces objets qui devrait faire partie de la monographie qu'on essaye de publier avec Michel Julien et d'autres auteurs, mais Michel Julien, c'est celle qui dirige cette monographie, dans laquelle je sais étudier l'industrie osseuse et je propose aussi nous proposons un modèle bayésien nouveau pour la série des dates carbone 14 qui utilise tous les dates carbone 14 effectuées jusqu'à présent sur le site. Donc c'est une nouveauté que vous allez voir pour la première fois l'ensemble des objets de parure du Châtel-Perronien. Pourquoi les objets de parure sont importants? Je crois que vous l'imaginez par vous-même, c'est parce que les objets de parure, comme les scarifications, les peintures corporelles, les tatouages, etc., sont, je dirais, un des traits qui montrent que nous sommes une espèce hautement symbolique, c'est-à-dire que nous transformons notre corps pour le transformer dans un symbole et pour communiquer à nos voisins, mais aussi à nos ennemis, une image de nous qui n'est pas simplement notre image biologique, mais en effet, nous transmettons qui nous sommes, notre statut social, si nous sommes des hommes, des femmes, combien d'enfants on a eu, à quel groupe culturel on est affilié, quelle langue on parle, etc. Alors, on sait aussi bien mieux maintenant que quand cette polémique a commencé en 1988, qu'est-ce que c'est le Châtel-Perronien? Grâce à de nombreuses dates carbone 14 et des études de technologie, nous savons que le Châtel-Perronien, c'est donc une culture qui se développe entre 45 000 et 42 000 ans avant notre ère, qui est suivie par le proto-aurignacien et ensuite par l'aurignacien ancien, et qu'entre le proto-aurignacien et l'aurignacien ancien, il y a un grand phénomène volcanique qui se produit en Italie, une énorme explosion donc, qui marque et qui a laissé des traces, des couches très importantes dans certaines régions d'Europe, dans le sud de l'Italie et en Grèce, voilà, qui marque, disons, la frontière entre le proto-aurignacien et l'aurignacien ancien. Donc un mot sur le site, la grotte du Renne, donc fouillé par André Leroy-Gourand, qui était professeur ici. C'était pour l'époque une fouille assez bien faite, dans lequel donc, il a mené une fouille stratigraphique. Il a appliqué des techniques de décapage qui l'ont rendu par la suite très fameux par ses fouilles à pince-vent. Il a, pour l'époque, chose qui n'était pas commune, très souvent coordonné les objets, même des tout petits objets. Les couches ont été aussi, le sédiment a été systématiquement tamisé. Ouais, donc je dirais, pour l'époque, c'était une fouille faite avec beaucoup de minutie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la stratigraphie de la grotte du Renne, donc à la grotte du Renne, il y a plusieurs couches paléolithiques supérieures, mais ce qui va nous intéresser, c'est une couche gravétienne qui se trouve ici, la couche 6, après la couche aurignacienne, la couche châtel-perronienne, et ensuite il y a plusieurs couches moustériennes. Donc il y a 3 couches attribuées au châtel-perronien, dont ils proviennent des milliers d'objets, y compris des outils à noces et des objets de parure. Alors nous avons mené une étude assez complète de ces objets de parure. Donc, il y a 88 objets qui viennent des couches gravétiennes, aurignacien et châtel-perroniennes. Donc, on a étudié, c'est la cuisine des archéologues, c'est-à-dire quels sont, par exemple, dans le cas des dents, quels sont les animaux qui ont donné les dents, qui ont été transformés en objets de parure, les traces de manufacture. Aussi, on a essayé de déchiffrer le contexte, dans le sens que parfois, ces objets, comme ils ont été trouvés il y a 50 ans, les étiquettes ont sauté. Donc, il y a quelques objets pour lesquels on ne sait plus. Il y a 5 objets pour lesquels on ne sait plus de quelle couche ça provient. C'est aussi le problème donc, de fouilles faites il y a très longtemps. Donc, là, en partageant les objets par matière première, déjà, vous vous rendez compte d'une tendance intéressante. Il n'y a pas d'objets de parure dans le moustérien. Et la plupart des objets de parure viennent des couches châtel-perroniennes. C'est-à-dire qu'il y a bien plus d'objets de parure dans le châtel-perronien que dans l'aurignacien et dans le gravétien.
Et la deuxième différence que vous voyez, c'est qu'en effet, dans le Gravettien, c'est pratiquement que des coquillages, et au contraire, dans le Châtel-Perronien, c'est presque que des dents. Donc, regardons ces différences un peu plus en détail. Là, vous avez tous les objets trouvés dans le Gravettien. Donc, dans le Gravettien, ce n'est que des coquillages fossiles, des coquillages que les Gravettiens ont ramassés dans des gîtes présents dans le bassin parisien. Donc on le connaît, il y a certaines espèces qui sont très caractéristiques de ces gisements de l'Éocène, donc le bassin parisien qui était à 150 km, 200 km au nord-ouest du site. Et là, on a tous les objets de l'Aurignacien. Donc, dans ces objets de l'Aurignacien, on a des pendentifs en ivoire, donc avec cette sorte de forme de queue de poisson et de pendentifs pointus, voilà, donc qui sont les objets les plus connus. On a des fragments de stalagmites. Alors, ces fragments ne portent aucune trace de modification, mais il n'y a pas de stalagmites de la grotte du Renne. Donc, apparemment, ils les ont cassés. Quand il les a cassés, il les a ramenés. Ils ont pu les utiliser comme objet de parure. Il y a un petit peu d'ocre dessus, mais nous ne savons pas vraiment s'ils ont été utilisés comme objet de parure ou pas. Et on a une petite coquillage pas perforé qui ressemble beaucoup au coquillage trouvé dans le Gravettien. Donc, on a proposé l'idée qu'en effet, ce coquillage vient est Gravettien et pas aurignacien. Et on a aussi une incisif de loup, voilà, avec une toute petite perforation. Donc, tout ça, c'est les objets présents dans les couches aurignaciennes. Et au contraire, ça, c'est ce qu'on trouve dans les couches 9 et 10 du Châtel-Perronien. Donc, c'est, comme vous voyez, des objets qui sont bien différents. L'objet le plus commun, c'est des griffes. Donc, ces griffes dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on trouve maintenant souvent dans des sites moustériens. Donc, c'est des griffes de pigargue à queue blanche avec des traces de décarnisation et aussi d'hibou grand-duc, qu'on voit ici. On en reparlera de ces griffes parce que leur distribution spatiale est assez intéressante. On a des canines de renard, probablement de canard polaire. On a quelques critères pour pouvoir distinguer le renard. Voilà, donc c'est du renard polaire. Des incisifs de bison, des tubes à os d'oiseau, dont certains décorés avec des entailles. Des phalanges de renne. Vous voyez qu'il y a donc des phalanges qui sont à la fois perforées et aussi, disons, avec un sillon pour pouvoir les attacher. Des incisives de renne, des métapodes accessoires de renne et des petits fossiles. Donc, c'est des encrines de crinoïdes donc, qui portent des perforations naturelles et qui ont pu être utilisées comme objet de parure, mais on n'a pas de preuves, mais on sait que ces fossiles ne viennent pas de la paroi de la grotte. Et on a aussi des incisifs de marmotte qui ont été modifiés, transformés en objet de parure. Ça, c'est des fragments de la racine d'un molaire de rhinocéros qui a été aussi transformé en objet de parure et des incisifs de loup. Pardon, c'est une canine de loup et des incisifs d'ours. Voilà. On a aussi un fossile, donc des bivalves fossiles, une très très grande dentale, très différente de celle trouvée dans les couches gravettiennes qui sont au contraire très fines. Et ça, c'est la couche 8. Alors, la couche 8, il a déjà été proposé qu'en effet, la couche 8, il n'est pas tout à fait châtel-perronienne parce que d'un point de vue du lithique, on trouve aussi quelques éléments aurignacien. Et dans la couche 8, on a donc en effet quelques perles en ivoire qui, disons, s'apparentent un peu à celles trouvées dans l'aurignacien, des canines de renard, donc une canine de hyène, une canine d'ours, mais qui peut-être n'est pas un objet de parure, peut-être un retouchoir, et des tubes cassés en os d'oiseau et un incisif de cheval. Et ça, c'est les objets dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des objets pour lesquels le vernis a sauté. Donc, s'il y a une canine d'un cerf, d'un mâle, donc probablement très âgé, avec une énorme perforation, donc très différente de ceux des couches châtel-perroniennes, probablement c'est des gravettiens, mais on ne peut pas le dire, et plus de canines de renard. Alors, les techniques de manufacture des pièces châtel-perroniennes sont très différentes de celles de l'aurignacien. Donc, vous voyez qu'en effet, ils font un raclage des
canine de renard. Par la suite, ce raclage est suivi par une perforation. On a une pièce dans laquelle une première perforation se casse, et donc il faut une deuxième perforation. Sur certaines canines de renard, il abrase la surface, donc deux surfaces de la canine, et tous les autres objets sont aménagés en objets de parure en faisant des sillons autour de l'extrémité de la racine. Donc cela est fait plus ou moins soigneusement. Parfois, c'est juste des entailles, et parfois, au contraire, c'est des vrais sillons faits très, très précisément. Et alors, la chose intéressante, c'est aussi la distribution spatiale. Je vous disais que les Rogourans, en effet, faisaient assez attention. Il a très souvent remarqué la position spatiale de ces objets. Et donc, on se rend compte, si on regarde la dispersion, qu'en effet, les objets châtaipéroniens se retrouvent souvent à l'intérieur de cette zone au centre de la grotte, et c'est juste la zone dans laquelle les Rogourans pensent avoir identifié une structure avec un très grand foyer, et ça, c'est l'emplacement des dalles utilisées pour traiter le pigment, qui étaient autour de ce foyer. Donc, il y a une correspondance entre la position de la plupart des objets de parure châtaipéronien et ceux de la grande zone d'habitat du châtaipéronien. Et chose aussi intéressante, c'est que dans certains cas, des objets du même type, par exemple les griffes de pigargue, sont trouvés à côté, vraiment à côté, quelques centimètres. Cela, et selon notre archéologue, en effet, ils viennent de la même patte. Donc cela semble montrer donc, que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et la même chose pour deux phalanges de rennes. Par contre, dans le Gravettien, vous voyez, les objets de parure sont contre les parois. Contre les deux parois, il n'y en a pas dans la zone centrale. Et la même chose pour l'Aurignacien, donc il se trouve sur ces deux... Et dans la couche 8, c'est un petit peu mélangé. Donc, est-ce que donc vous vous rendez compte bien, donc, sur la base de ce que je viens de dire, c'est qu'en effet, il y a peu de probabilité que ces objets de parure du châtaipéronien soient aurignaciens. Parce qu'en effet, il y a tout d'abord 5 fois plus d'objets de parure dans le châtaipéronien que dans l'Aurignacien. Donc, on ne comprendrait pas pourquoi tous les objets de parure devraient traverser en plus 2 couches châtaipéroniennes pour aller dans la couche châtaipéronienne la plus basse. Donc, le 75% des objets de parure viennent de la couche, pas de la couche à contact avec l'Aurignacien, mais de la couche, au contraire, qui est la plus profonde, à contact avec les couches moustériennes dans lesquelles on ne trouve pas d'objets de parure. Et en plus, il y a des différences de matières premières, de types d'objets, de nombre de types d'objets, de technologies. Par exemple, ces sillons pour aménager les objets de parure n'existent que dans le châtaipéronien, ils sont inconnus dans l'Aurignacien, et en plus, il y a des différences dans la distribution spatiale. Il y a quelques objets quand même de la couche de contact entre la couche 8 et la couche aurignacienne 7, qui pourraient en effet provenir de l'Aurignacien, mais cela ne concerne que les 2-3 objets, les 2-3 perles en ivoire. Donc je dirais, c'est clair que sur la base de ces analyses, que les châtaipéroniens ont bien produit des objets de parure qui étaient différents de ceux produits, et en plus ils en produit bien plus de ces objets. Donc cela, donc ça c'est une sorte de résumé que j'ai fait pour rentrer un peu plus dans le détail, mais ce n'est pas donc fondamental pour l'argumentation. Et ces différences s'observent aussi dans d'autres objets. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, quand on a étudié l'industrie osseuse, on s'est rendu compte que les châtaipéroniens n'utilisent que l'os et l'ivoire, tandis que le 40% de l'industrie osseuse des couches aurignaciennes est fait sur du bois de renne. Donc il y a seulement dans la couche de contact un petit enduit de renne avec une trace, sinon donc, tout le reste est façonné dans d'autres types de matières premières. Et dans la monographie, on présente notre travail sur l'industrie osseuse. Les châtaipéroniens produisaient une industrie osseuse en ivoire très complexe, avec des pointes, avec plusieurs modules et une technique d'amanchement qu'on ne trouve pas dans l'Aurignacien. Et utilisaient aussi des côtes comme brunissoir. Il faut savoir que ces côtes sont présentes, par exemple, dans certains sites comme Pêche de Lazé. Donc, ce sont plutôt dans la continuité de ceux qu'on connaît dans le Moustérien. Certaines de ces côtes sont aussi décorées avec des entailles et présentent des traces d'ocre donc aux extrémités et à l'intérieur de l'os spongieux. Il y a aussi une forte différence dans le pigment, parce qu'on a moins d'un demi-kilo de pigment dans les couches aurignaciennes et on a 15 kilos de pigment dans les couches châtaipéroniennes. Et comme vous voyez, il y a 14,5 kg
dans la couche châtaignienne la plus profonde. Donc il y a peu de probabilité que ces 14 kilos de pigments ont passé ces couches à partir de l'Aurignacien pour arriver dans la couche châtaignienne la plus profonde. Donc tous ces éléments vont plutôt dans le sens d'une association claire de l'industrie osseuse, des objets de parure et des pigments avec le châtaignien. Et dans un autre travaux, on a montré que la présence de pigments noirs et rouges dans plusieurs sites châtaigniens, c'est tout à fait cohérent, c'est-à-dire qu'en effet, souvent, on trouve dans des couches châtaigniennes du noir et du rouge, comme à la grotte du Renne. Voilà. Et la même chose pour l'industrie lithique, on n'a pas vraiment d'impression de mélange dans les types caractéristiques de l'Aurignacien et du châtaignien. Donc, est-ce que, je dirais, nos résultats semblent plutôt aller contre l'idée qu'il y a un mélange des couches entre le châtaignien et l'Aurignacien. Naturellement, nous ne pouvons pas démontrer qu'il n'y a pas eu une acculturation, bien qu'on sait que le châtaignien maintenant est plus ancien qu'est l'Aurignacien. Alors, pour essayer de vérifier d'une certaine manière l'hypothèse de l'acculturation, on s'est dit s'il y avait une acculturation, donc on devrait trouver plutôt une image appauvrie de ces objets dans le châtaignien, mais ça ne semble pas le cas. C'est-à-dire qu'ici, nous avons fait un graphique dans lequel nous mettons en relation le type de matière première, le nombre de matières premières utilisées et le type d'objet de parure. Donc, et ça, c'est donc les quelques sites châtaigniens, et ça, c'est la grotte du Renne. Et vous voyez qu'en effet, la grotte du Renne, de ce point de vue, semble un site qui a une très forte variabilité et complexité dans le nombre comme dans les matières premières utilisées pour produire ces objets de parure. Donc, les hypothèses qui me restent à vérifier sont celles d'une invention indépendante de la part des châtaigniens néandertaliens, ou un échange culturel, mais je dirais assez équilibré, ou une acculturation des hommes modernes par les néandertaliens, ou peut-être le fait qu'en effet, ce n'est plus intéressant de s'occuper de cette question parce qu'il y a quand même des différences morphologiques qui semblent identifier des néandertaliens, que les dents présentes dans les couches châtaigniennes sont néandertaliens. Donc cela m'amène à la dernière ou avant-dernière diapositive de cette présentation, parce que vous avez, j'ai donné un titre très altisonnant à ma présentation, c'est-à-dire qu'en effet cela montrait s'opposer à l'axiome d'une cognition différente selon les espèces. Dans ce graphique d'un article que nous sommes en train de publier avec un collègue, on a essayé de mettre à jour une base de données sur l'émergence de différentes innovations culturelles dans différentes zones de la planète. Donc vous avez des innovations liées au comportement symbolique, à la technologie, à la subsistance. Et de ce cadre, donc dans les dernières 800 000 ans, on ne voit pas une relation stricte entre un phénomène de spéciation, l'origine d'une espèce, et un nombre d'innovations très significatives. Et d'ailleurs, si on considère, Sylvain a parlé, donc faisait remarquer à raison que maintenant, on a des preuves de sortie d'Afrique d'hommes modernes bien plus anciennes, mais disons que si très souvent on a parlé d'une sortie autour de 50, 60 000 ans, en effet, on ne voit pas des innovations se produire exclusivement en Afrique et correspondre à la sortie et donc une diffusion de ces innovations avec ces hommes modernes. Donc cela plutôt fait penser qu'on est face à des trajectoires culturelles régionales et qu'en tant qu'archéologue, plutôt que penser qu'il y a un lien très strict entre une espèce biologique et des comportements et une cognition, c'est plus intéressant plutôt de s'intéresser aux différentes trajectoires, essayer de reconstituer ces trajectoires et comprendre comme dans certains cas, certaines innovations se sont perdues, d'autres ont été acquises, d'autres parfois sont réapparues sous des formes différentes et essayer de comprendre plutôt comment des changements climatiques ont pu influencer ces trajectoires, parfois en amenant à un élargissement de la niche écoculturelle de ces populations, parfois amenant à leur disparition. Donc c'est un peu la proposition que je vais vous faire aujourd'hui. Merci beaucoup.